d'ailleurs de notre échange. Faut bien le garder. Et qu'est-ce que j'allais dire? Eh bien, l'idée, alors peut-être pour introduire un peu le pourquoi de cet échange et qu'est-ce qu'on va tenter d'extraire de notre discussion. En tout cas, qu'est-ce que je vais tenter d'extraire pour vous qui allez regarder cette interview. Mon intention, elle est simple, c'est moi, tu sais, je me positionne pour aider les coachs professionnels, les professionnels d'accompagnement à développer leur activité, leur visibilité pour réussir à faire ce qu'ils savent faire de mieux, aider les autres. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Et l'observation, c'est que quand on se forme au coaching, quand on entame une reconversion vers les métiers de l'accompagnement, on a une phase d'euphorie parce qu'on fait enfin Oui. quelque chose qui a du sens, on accompagne, on sent des transformations, etc., surtout à l'école, quand on est dans nos écoles de formation. Puis quand on se retrouve finalement lâché dans le grand bain de la vie entrepreneuriale, eh ben, on est un peu démuni, parce que ça se passe pas comme prévu. Et du coup, il y a tout un parcours, j'allais dire un peu je vois ces coachs qui sont un peu comme avec des machettes en train d'avancer dans une jungle. Débroussailler. Débroussailler, c'est ça, tout, j'allais dire la matière. Euh, et c'est un peu l'idée de notre échange, c'est même complètement l'idée, c'est toi, Julieta, t'as beaucoup débroussaillé en fait. T'avances depuis déjà quelques années dans ce chemin Mm. d'entreprise. Tu as construit des choses, tu as eu des déclics. Et c'est vraiment toute l'intention que j'ai envie de mettre dans notre échange, c'est d'observer, de voir et de trouver de l'inspiration à travers ton parcours, qui est atypique. Avant qu'on y rentre, je trouve intéressant que Mhm. tu parles de la machette et on voit tous la jungle. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce marché-là, ce monde-là de coaching, d'accompagnement à la personne, ça Mhm. ressemble beaucoup à la jungle. Mhm. C'est-à-dire que c'est encore assez peu codifié et tout le monde peut se lancer avec très très peu de moyens. La formation n'a pas de prérequis très exigeants, ce qui Mhm. fait qu'on se retrouve et, et on n'a pas de chemin vraiment tracé. Mhm. Chacun peut tracer le sien. C'est vrai. Ce qui peut générer aussi de la confusion et peut-être aussi un... Ouais, c'est vrai que ça amène un peu l'image du coach en fait. Il y a un sujet autour de l'image du coach en France. Oui. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de collaborateurs, d'amis, des coachs rencontrés parce qu'on gravite tous autour de cette planète-là, Mhm. qui disent qu'ils ne sont pas fiers de l'appellation coach. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a glissé vers des notions péjoratives. Autour du coaching, c'est vrai. Les gens ont beaucoup de mal à se présenter à travers le mot coach. C'est vrai. Ouais. C'est un super sujet. En tout cas, c'est une belle introduction, j'allais dire, justement à ce que à la manière dont toi tu gères ça, en fait. Comment tu le gères et comment tu l'as vécu. Et peut-être pour démarrer, pour rentrer dans ce sujet-là, ce serait, enfin, on a besoin peut-être pour ceux qui te connaissent pas, euh, de savoir comment t'en es arrivé, toi, au coaching, qu'est-ce qui t'y a amené et pourquoi tu as fait ce choix à un moment donné. Si tu peux nous retracer un peu ton parcours d'avant. Alors, pour que euh, l'histoire soit plus compréhensible, j'avais envie de dire plus captivant, mais pourquoi pas, Mhm. je vais rapidement me présenter pour, pour que vous compreniez ce que je fais aujourd'hui. Je suis coach en développement personnel Mhm. et coach en prise de parole. Et Mhm. le lien, il est important parce qu'aujourd'hui, j'accompagne beaucoup des femmes. Ça arrive qu'il y a des hommes, mais c'est assez rare, euh, sur la prise de parole en public. Sur cette prise de parole, il y a la partie coaching dev perso, de tout ce qui est comment je ose, qu'est-ce que je raconte, quelle posture je prends, mais la posture, pas sur scène, mais comment je me présente, qu'est-ce que j'assume de ce que je fais, qu'est-ce que j'assume pas, le pourquoi. Donc, en fait, tout ce travail sur le dev perso et on fait le travail de structurer sa conférence et
comment les techniques de prise de parole. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et alors, le pourquoi, c'était un long chemin d'ajustement, d'alignement, d'essais, d'échecs, des petites réussites. Tout ce que tu dis, c'était vraiment le parcours parfois très épineux. En tout cas, moi, quand j'ai découvert le coaching, c'était en 2016-2017. Donc, on est encore de 3 ans avant que tout le monde découvre le coaching avec le Covid, le confinement. Mhm. C'était la grosse période où tout le monde est devenu coach. On est là. J'ai un parcours littéraire, donc les études à la fac de lettres. J'ai un parcours pour, on va dire, gérer la vie perso et familiale, de beaucoup de déménagements, de beaucoup d'adaptations et beaucoup de jobs un peu au bonheur de ce qui se passait. Parce que Ok. avec les déménagements de 2 3 ans, je prenais un job souvent d'assistante de direction, des choses comme ça. Et donc, à 40 ans, je me retrouve en CDI, enfin posée, et j'ai une panique en disant, c'est ça la vie. Ça veut dire que tu es venu sur cette terre pour faire ce job-là. Je faisais un job qui était certes sympa, mais je m'occupais de la facturation, d'administration. Je me disais, mais quelle horreur. Et ça m'a rappelé le souvenir quand je suis sortie de la fac. Donc, je suis devenue prof de lettres. Mhm. C'était en Pologne à l'époque. J'ai mon ancien collège qui m'appelle en disant, tu sors de la fac, est-ce que tu veux prendre le poste de prof de lettres au collège? Et j'ai paniqué. Attends, j'ai 22 ans, j'ai une vie, et là, il me propose boulot dodo parce qu'il n'y a même pas de métro, tu vois, dans, dans l'équation. Ok. Ouais. Et je dis, mais non, absolument pas. Je veux pas. Et donc, officiellement, je donne la version que je vais perfectionner le français à Paris. Et à mon fort intérieur, je fuis. Je fuis la routine, je fuis la monotonie et j'ai soif de découverte, d'autres choses. Et donc, je me retrouve à Paris à l'époque. Et je rentre en 4e année de la Sorbonne pour valider mes études de lettres. Donc, je fais 4e, 5e année qui me permet de valider mes diplômes. Mhm. Et puis, on commence un peu la vie de vadrouille qui me fait rêver en vrai. Parce avec mon mari, on a habité dans le sud de la France, en Afrique, on a habité au Brésil, on a un peu vadrouillé en France. Donc, c'est quelque chose qui était plutôt chouette. Et donc, quand le coaching se présente à moi, je me dis, mais tout s'aligne parce que j'aime beaucoup le côté transmission, j'aime beaucoup la pédagogie, la psychologie pour le peu que j'ai pu connaître à travers de mes formations et mes études. Et puis, j'adore l'inspiration, la nouveauté, l'innovation. Et le coaching vraiment aligne le passé, le présent et le futur. Donc, je me forme, je deviens coach. Mhm. Et confinement, Quelle année ça? le- Tu peux nous rappeler juste l'année de cette formation? l'année, c'était 2018-2019. Ok, donc c'est ça, ok. Covid. Ah ouais. Et donc, le Covid arrive à ça. Moi, j'avais déjà un local euh, prêt en février, l'année de confinement, et on est Mhm. confiné en mars. Donc, je ouvre pas. Ok. Confinement, et puis ça bouscule énormément de choses. Le Covid nous montre qu'on peut travailler en visio, qu'il faut travailler en visio. Donc l'idée de local commence à perdre un peu de sa superbe. Mhm. Et puis on rentre dans ce que tu décris aujourd'hui, c'est-à-dire que les coachs en une année poussent comme des champignons après la pluie, que le marché change, Mhm. qu'il y a énormément de portes d'opportunités qui se sont ouvertes, mais il y en a aussi des, des passages qui sont bouchés. Ok.
Alors Donc, il justement, faut trouver peut-être son pour moyen. bien revenir sur ce moment-là charnière, là. C'est intéressant pour moi de bien, enfin, d'observer comment toi, c'était quoi ta vision à ce moment-là? Si on se remet dans la Julita sort de sa formation de coaching, qui développe sa vision un peu idéale de la manière dont elle va construire son activité. Est-ce que tu peux nous dire de manière très concrète comment tu imaginais ça à l'époque? Je pense que à l'époque, je n'ai Mhm. pas cherché d'innovation et j'imaginais cette activité un peu comme des consultations de psychologue. Ok. Tu vois, vraiment Cabinet, j'accueille, quelqu'un cabinet, vient. j'accueille, on bosse, tu vois, on règle des blocages émotionnels. C'est ça ma spécialité, c'est vraiment d'aller chercher des blocages émotionnels et voir comment on peut euh, prendre les émotions et les sortir comme une force et pas les subir. Hmm. Ok. Comprendre son histoire, comprendre ce que j'ai vécu pour se servir à aller plus loin dans un élan positif. Pas positif, la pédagogie positive, que tout ce que va arriver va être chouette. C'est tout ce que va arriver va me servir pour que je devienne plus forte, plus consciente, euh, plus responsable de ma vie. Ok. C'est ça positif pour moi. Ok. Et oui, je pense qu'à l'époque, je me suis pas, j'ai pas cherché à innover plus que ça. Ah, c'est intéressant. Et je dirais que moi, le changement, je l'ai bien aimé parce que ça m'a poussé dans mes retranchements et ça nous a tous obligés d'aller innover, de se chercher encore plus. Ok, donc toi, ce que je comprends, juste pour bien saisir le truc, c'est que au moment où tu commences à t'installer, en fait, ta vision, c'est une vision de cabinet de coach où tu accueilles des gens en physique. Hmm, Mais ce qui vient bousculer ça, c'est le Covid. oui, Ok. Et c'est ça qui te pousse, du coup, est-ce que c'est bien ça qui te pousse à innover, à trouver d'autres façons d'accueillir ce public, cette au vision? début, oui. Ouais, Au début, ça me pousse parce on est confiné ouais. et ça va durer quasiment un an, hein, avec des levées pour certains, pauses, reconfinement, etc., etc. Et après, je me rends compte que c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher et innover Mhm. que de s'enfermer dans un cabinet. Pour moi, c'est quelque part subir les limites locales, locaux. Mhm. Ok. C'est une limite, c'est des limites locales. Local, ouais. Euh, et donc, je me dis, c'est une autre manière de, de travailler pour un coach. Mhm. Et je me fais coacher à l'époque par un coach business. Toute la période de confinement, je crois, on bosse ensemble, même plus loin. Et j'apprends des choses passionnantes sur le marketing, sur la communication, sur les manières de faire. On bosse aussi, qu'est-ce qui le fait vibrer, c'est quoi l'intuition? Je me rends compte que je travaille beaucoup à l'intuition, à l'impulsion, et j'ai beaucoup plus du mal à suivre quelque chose dans la régularité. Donc, il faut que je m'entoure des gens qui sont dans la régularité. Mhm. Et ça donne des aventures extraordinaires. Génial. Ok, donc ça, toi, à partir de ce moment, et juste pour resituer un peu le chiffre d'affaires que tu développes à ce moment-là, pour avoir un peu tu vois, un Oh, indicateur. c'est extrêmement variable. Mhm. Euh, je dirais que le début, on est autour de... Oh, j'ai plus les chiffres. Mais le tout début, ça doit être entre 10 et 15 000 l'année. Ok. Mais je suis contente, tu vois, parce que c'est le début, tu fais le chiffre d'affaires, tu te rends compte qu'en fait, ce que tu apportes, que jusque-là, quand on est coach dans sa zone de génie,
Mhm. On pense que tout le monde fait pareil. Et on a un peu de mal à se rendre compte que ce que nous faisons a une valeur. Donc, recevoir de l'argent pour ça, c'est génial. Je ne travaille pas, je fais ce que je fais, en fait, ce qui m'anime et les gens me payent. Donc, on s'éloigne de mode de travail. Tu sais, le travail où le mot à l'origine, étymologiquement, il vient d'un instrument de torture, hein. Mhm. Et je trouve que ce biais, il est parlant parce qu'aujourd'hui, quand tu travailles pas dur, si c'est pas pénible, si t'en as pas marre à la fin de la journée, si t'es pas bien fatigué, c'est que tu travailles pas vraiment. Mhm. Donc on est autour de ça. Le chiffre d'affaires après, il monte. Donc je crois que je double à 30 000. Et alors, Euh, alors juste, peut-être juste pour comprendre, de 0 à 15 000, qu'est-ce que tu faisais concrètement? Qu'est-ce que tu vendais? Tu étais sur quel positionnement? alors, c'est très intéressant parce que ma toute première, moi j'étais toujours dans l'accompagnement des femmes sur l'estime de soi et la confiance en soi. Ok. C'est le fil rouge que j'ai depuis le début. Mais tu vas voir que ça a beaucoup changé. Le tout premier accompagnement était sur la gestion des émotions face à la nourriture. Parce que je trouvais que là où la femme se dévalorise le plus, c'est sur sa notion de corps, comment elle est, et sur la perte et prise de poids. Ça limite, une femme mesure sa valeur sur le sur la balance. Donc, on est parti là-dessus. Et puis, au bout d'un an, donc c'était ça les accompagnements. J'ai accompagné, j'avais un programme de 4 à 6 mois à l'époque Mhm. où j'accompagnais les femmes sur la gestion des émotions face à la nourriture. Alors juste, je gratte sur ça, mais c'était un accompagnement one-to-one, one-to-many, t'étais sur quel One to type? one. One to one. One-to-one. Ok. Ouais. Et que tu facturais à combien pour avoir une idée de... C'est C'était quoi? de 6 mois à 2 000. Ok. Ok, très bien. Et t'avais pas d'offre intermédiaire, c'était direct, Oui, ça. parce que dans l'histoire, dans cette histoire-là, il n'y a Ouais, pas ok. d'offre intermédiaire. Ok. En fait, ce qui était la puissance de cet accompagnement et la seule condition qui m'importait, c'est qu'on arrive du début à la fin et qu'on ne s'arrête pas au milieu. Parce que c'est un processus très compliqué et je savais que si quelqu'un lâche au milieu, il n'ira pas au bout. C'est pour te dire, une fois j'avais une cliente qui, au fur et à mesure, s'est rendue compte qu'elle prenait des goûters gargantuesques qui pour elle était le problème. Donc c'était, elle se dévalorisait, je suis trop gourmande, j'arrive pas, je peux pas passer devant une boulangerie sans y rentrer, etc., etc. Et dans notre accompagnement, ce qui est sorti, c'est que étant petite, ses parents n'avaient pas les moyens pour qu'elle mange le goûter digne de ce nom, et que pour elle, s'offrir un beau goûter qui pour elle était très quantitatif, était le symbole de réussite et de Hmm. bonheur. Donc, si tu veux, c'était vraiment un travail de ce qui se cache derrière tes croyances face à la nourriture. Et ensuite, on ajustait son rapport à la nourriture et on parlait ponctuellement de plans alimentaires, mais comme je ne suis pas diététicienne, je le gérais pas. Mais il fallait 6 mois entre la prise de conscience, l'intégration et des nouvelles habitudes si jamais elles devaient se créer. Hmm. Ok. Ouais, tu avais donc vraiment un un processus de transformation sur 6 mois. C'est Et toi, ça, ton intention à ce moment-là, c'était pas justement de te retrouver dans ce mode où les gens viennent, ils picorent des heures de coaching sans jamais vraiment changer. T'es passé en fait d'un format je vends de l'heure à je propose une transformation et on y va jusqu'au bout. Et donc les gens étaient c'est engagés, ça, quoi. c'est ça. Et Ok. c'est resté jusqu'au bout, hein. Aujourd'hui, c'est le cas. Et ça, t'as des bons résultats? Comment tu gères ce truc qui peut être un peu en
nouveau et qui génère, tu sais, qui génère un peu un stress de cette promesse de transformation qui, dans une posture de coach, peut être contradictoire. Puisque tu sais, en tant que coach, on ne gère pas en disant qu'on sort du processus de l'objectif, c'est le client qui le gère. Nous, on n'a pas d'engagement au résultat, on a un engagement de moyens. Alors, Hmm. oui et non. Ok. Euh, C'est-à-dire qu'en tant que coach, je trouve qu'on est garant de processus, donc de moyens, certes, mais c'est on se donne un objectif et le coach, il est là aussi pour garantir le cadre dans lequel cet objectif peut être atteint. Et nous savons très bien que si on a bien ciblé un objectif et si on est garant de processus, donc pour moi, aujourd'hui, le coach peut imaginer un processus de transformation. Et donc, il est tenu aussi pour mettre un cadre, donc imaginer une date minimum, une durée minimale Mhm. de ce processus et de mettre tout en place pour que la personne, même démotivée, continue. Parce qu'on Mhm. sait qu'à un moment donné, il y aura un bas, il y aura une démotivation, il y aura une frustration. Et c'est trop facile de dire, ah non, mais moi, je ne suis pas responsable de ça, je suis garant des moyens. Et si la personne n'en veut pas, n'en veut pas. Donc, évidemment que ça arrive, mais pour moi, euh, parler une fois au début de coûts que ça porte, Mhm. et aussi décharger le mental de son coaché de est-ce que j'ai encore les moyens de continuer? Est-ce que je paye? Est-ce que j'ai... On a pris la décision au début, on s'engage pour ce moyen-là, sur cette durée-là, pour ce montant-là, et on n'en parle plus. Après, évidemment, il y a les aléas de la vie. Ça m'est déjà arrivé de rembourser la personne parce qu'elle devait s'arrêter au milieu. C'était toujours des aléas de la vie. En tout cas, c'est ce qu'il me présentait et c'était assez sincère, je crois. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit non, mais j'en ai marre, j'arriverai pas. Mhm. Euh, mais quand met ce cadre-là, on rend service à nos Ouais. coachés aussi. C'est au service de l'objectif, du coup. Je comprends. Mm. Très intéressant. Et question, du coup, qui me vient, c'est comment t'as vendu ces premiers accompagnements, justement? C'était quoi ta manière de trouver des clients? C'était quoi? Parce que Euh, Écoute, c'était des différentes circonstances, des bouche à oreille, de communication, oui, des clientes qui m'envoyaient des copines. Oui, c'était beaucoup ça. ok. Après, on va dire localement, parce que j'ai eu quand même j'ai quand même un local qui est à mon domicile dédié à mes consultations. Donc, je fais ponctuellement des coachings en présentiel. Ok. Encore aujourd'hui, tu dis, ou c'était à l'époque? Encore aujourd'hui, Encore ouais. aujourd'hui. Ok, ouais. Très bien. Ok. Donc intéressant. Et alors, sur cette partie-là, donc cette première phase des 10 15 000, quel était ton point de blocage à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as réussi à passer un cap et aller vers les 30 000 dans l'année suivante? C'était quoi la différence? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis allée à 30 000 l'année suivante, mais je me suis effondrée l'année d'après. Alors, super. Ok. Euh, Explique-nous ça. donc là, c'était juste augmentation de volume de coachés. Ok. D'une Ouais, année c'est à ça. l'autre, plus de clients, plus d'accompagnement. Par contre, je crois que je sais pas si j'ai gagné quelque chose, ou en tout cas, c'était tellement dérisoire que je me souviens même pas l'année d'après, parce que, en fait, plus j'avançais dans cette direction-là, donc avec ce programme-là, plus je me rendais compte que j'attirais des femmes qui voulaient perdre du poids.
Moi, j'entendais en règle le problème émotionnel face à la nourriture. Elle, elle entendait je perds du poids. Hmm. Et je me suis retrouvée avec une divergence entre mes convictions et la compréhension de mon programme. Et donc, j'étais face à mes clientes qui, pour avoir l'estime de soi et confiance en soi, devaient perdre du poids. Hmm. Je comprends. Et je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus. Et je sais que quand euh, quelqu'un, parce que homme, femme, veut perdre du poids, et c'est du matin au soir, hein, ils se regardent dans la glace et puis ils se demandent comment ils peuvent perdre du poids et un jour à la limite dans la glace. C'était très difficile de travailler une quelconque estime de soi. Donc je me suis presque retrouvée avec des gens qui me demandaient des plans alimentaires. Hmm. Ils disaient, oui, oui, je comprends, je suis triste, machin, mais qu'est-ce que je peux manger à la place? Ok. Je dis, c'est pas la question. Et donc, plus j'étais, on va dire, connue, mais c'était tout à toute proportion Ouais. gardée, hein. Mais plus j'avais des... En fait, les gens, ils disaient, ah oui, mais tu as fait maigrir ma copine, je viens chez toi. La copine n'a pas dit qu'elle a géré tous les problèmes de goûter dans l'enfance, de compréhension, de trucs, de machin. Elles ont vu, t'as fait maigrir ma copine, fais-moi maigrir. Ok. Ah, elle n'est plus pour la même demande, quoi. Ouais. Et donc, moi, à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que je me suis fait entraîner moi-même, sans me rendre compte, sur la communication, parce que plus ça marchait, plus je faisais la communication autour des petites recettes, des pertes de poids, de trucs de machin. Et en fait, je suis devenue un coach de perte de poids, Hmm. malgré moi, en fait. Ah oui, parce que... Et miracle de la vie, je me fais pirater mon compte Instagram. Ah, ok. Donc, drame, je me souviens en décembre, je me fais pirater mon compte Instagram. Alors, très bêtement, hein, j'appuie sur un lien parce que c'est un pote qui m'envoie un lien en me demandant un truc. Donc, le pote qui s'est fait pirater son compte, les pirates qui ont envoyé le lien, j'ai cliqué, me fais pirater mon compte, mais irrécupérable. Parce que j'ai réussi à le récupérer et 30 secondes plus tard, il était répiraté. Ok. Donc, j'ai compris que supprime et passe à autre chose. Et c'était pile le moment où je me suis dit, mais comment tu vas changer de positionnement? Tu vas plus parler de part et de poids. Or, tu as, bon, à l'époque, je sais pas, c'était pas grand-chose, mais à l'époque, j'avais 3000 abonnés sur Insta, tu vois. Je me dis comment... Et en fait, tout est parti à la poubelle. Oh la vache. Ah, ok. Ça, c'est dur, Et ça. j'ai ouvert un nouveau compte Et tu as ouvert un nouveau compte à partir de zéro. Ok. de 0, mais ce qui était finalement un cadeau de Alors la vie, pourquoi? parce que plus de historique de perte de poids. Hmm. Ok. Donc, je suis répartie sur coaching de l'estime de soi, confiance en soi. C'était beaucoup trop général pour que ça fonctionne. Donc, si vous êtes là et vous avez un coaching basé sur l'estime de soi et la confiance en soi, c'est génial. C'est ce qui compte, je crois, dans la vie le plus. Mais trouvez votre patte à vous pour en parler parce que c'est beaucoup trop général pour que vous touchiez vraiment des personnes qui sont prêtes à investir en eux et aller se faire coacher et investir de l'énergie, de l'argent et du temps là-dessus. Est-ce que tu peux préciser ça? Parce que ça, c'est hyper important, parce que cette notion de positionnement. tu- euh, Mais ouais. c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut parfaitement vivre en manquant d'estime de soi et de la confiance en soi. Donc, si on parle juste de ça, se reconnecter à soi, vivre aligné, je ne sais pas ce qu'on peut dire encore. On entend avec une oreille et ça sort par l'autre oreille en fait. Sauf si on est vraiment, si on est, nanana, on s'est craché contre un mur, mais pour ça il faut aller plus loin.
Donc, je dirais que allez vous poser pourquoi vous faites cet accompagnement, pourquoi pour vous, estime de soi, la confiance en soi est important, qu'est-ce que ça vous a créé comme problématique dans votre vie. Quel est le risque, selon vous, de vivre avec manque d'estime de soi et de manque de bonne estime de soi et la confiance en soi, et ressortez ça pour que les gens connectent avec vous, qu'ils comprennent ce que vous pouvez faire pour eux, parce que c'est la seule chose pour laquelle ils vont vous écouter. Hmm. Ouais, d'avoir un problème spécifique, en fait, C'est lié à la ça. Et comme problématique. je le dis souvent, euh, ça reste une vitrine digitale. Hmm. C'est-à-dire qu'une fois que la personne rentre dans votre boutique, vous pouvez traiter tous les problèmes que vous décelez, tout ce que vous voulez. Mais la vitrine, il faut mettre quelque chose en valeur. Hmm. Ouais. Sinon, nous sommes considérés comme, je ne sais pas, action foire-fouille, mais personne ne dépense, n'est- ne vient sérieusement faire ses courses à action ou à foire-fouille. Mhm. Si vous avez un vrai problème, vous allez aller chez un professionnel, acheter quelque chose spécifique. Et alors, justement, comment toi, tu as résolu ce problème de spécificité au moment où tout s'est cassé la gueule, là, et que tu as dû recommencer? Mais moi, je me suis reconnectée à ma passion de prise de parole, de conférence. Et Ok. un coach, à l'époque, m'a dit, laisse tomber tes conférences, t'es pas rentable. Et il avait parfaitement raison. Les conférences sont pas rentables. Vous dépensez, vous gagnez 100, vous dépensez 200 dans une conférence. Hmm. Et donc, je me suis posé la question, OK, comment rentabiliser et comment m'aligner avec quelque chose qui a du sens pour les gens et pour moi. Et donc, au bout de... alors, ce qui est drôle, parce que quand il m'a dit que laisse tomber les conférences, j'ai pas dormi pendant 3 jours et 3 nuits, vraiment. Et donc, je me suis dit, mais en fait, quand une femme, parce que j'étais sur l'estime et confiance des femmes, prend la parole, c'est là où elle prend confiance en soi. C'est en amenant les femmes vers une scène et structurant sa parole et leur donner la possibilité de exprimer en présentiel euh, devant un public ce qu'elle fait, ce qui tient, ses convictions, son parcours, ses galères, ses réussites, c'est là où elle prend confiance. Et Hmm. donc, on a créé l'accompagnement Prends la parole pour rayonner avec la méthode qu'on a mis quelques mois à structurer, mais dont je suis très fière. C'est la méthode Oscar. Je t'en ai Hmm. parlé Ah oui, hier en mais tiens, préparant. parle-en nous, c'est intéressant de comprendre comment tu as Et fait. Oscar, c'est vraiment parce que ça fait référence à la petite statuette qui te donne l'Oscar Mhm. Les de la Oscars? Ouais, réussite ouais. quelque part, d'événementiel, mais c'est O comme oser, S comme structurer, C comme contribuer, parce que quand on prend la parole, en tout cas dans pour les gens à qui je m'adresse, c'est important de contribuer, d'apporter sa pierre à l'édifice et de transmettre un message qui impacte. A comme assumer, parce qu'une fois qu'on a structuré notre message, on a décidé de raconter. Alors moi, je fais beaucoup des conférences très intimistes, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur son propre parcours. On a eu une conférence extraordinaire d'une sexothérapeute qui a raconté sa maladie de cancer euh, et qui accompagne aujourd'hui des femmes et des hommes d'ailleurs en sexothérapie post-oncologique. Hmm. Donc il faut l'assumer, c'est-à-dire que j'assume qui je suis, ce que j'ai vécu et qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ma vie. Donc c'est le A de Oscar et Ray pour rayonner ou raconter. J'ai toujours un doute. Hmm. Ok, très intéressant. Et comment cette méthode parle de toi?
En quoi cette méthode parle de toi et de ton parcours? C'est peut-être ça que j'aimerais creuser avec toi là, de c'est quoi le lien Parce de que j'ai conférence? traversé en fait Ouais. toutes ces étapes-là. La toute première, il fallait oser. Donc tu disais au début, moi je suis polonaise. Je vis en France depuis 23, 24 ans. Et je me suis toujours limitée dans tout ce que je pouvais faire parce que je fais des maladresses en français, parce que j'ai un accent, parce que j'ai la tête de l'Est et parce que je me disais que là, en tant que immigré ou expatrié, euh, qui est-ce qui va t'écouter en fait? Donc je n'osais pas. Et je me suis dit, mais après, quand je commençais à coacher, je me suis rendu compte que là où j'osais pas parce que je n'étais pas française, les Françaises n'osaient pas parce qu'elles étaient trop petites, trop timides, trop vieilles, trop jeunes. Et en fait, chacun avait son excuse. Et donc, j'ai vu que l'étape de oser quelque chose est extrêmement important. Ok. Ensuite, il y avait le structuré. Ça, c'est plus l'observation. Je me suis rendu compte que souvent, j'entends les messages qui ont un fond très intéressant, mais la structure très fade. Hmm. Et que la manière de raconter, elle peut être beaucoup plus punchy, beaucoup plus sexy, comme je dis, beaucoup plus captivante. Donc, comment je le structure? Contribuer, c'est ce que je te disais, pour les coachs, pour les thérapeutes, cette notion, elle est indispensable. Donc, comment je prends la parole sans euh, ne pas tellement pour vendre, ne pas tellement pour étaler ma science, mais pour contribuer réellement. Et il y a des étapes, parce que si je te rencontre la première fois, si je commence à te coacher, si je te commence à déballer toute la science de dev perso, tu vas fuir. Contribuer, c'est aussi doser petit à petit ces informations et vérifier où la personne est. Est-ce qu'elle est prête à aller plus loin? Est-ce qu'elle a envie? Et lui laisser aussi la place de absorber son processus. Super intéressant ça. Et ensuite, il fallait assumer parce que une fois que moi, je suis allée sur des réseaux, j'ai commencé mon nom commençait à dire quelque chose aux gens. Ça m'a fait drôle. Je dis, comment ça? Mais je peux pas. Ça veut dire que tu vas paraître comme pertinente, comme quelqu'un qui est hautain. Tu sais, tout nous revient. Parce que nous, les femmes, en plus de cette génération, on était éduquées pour être discrètes, pour être gentilles, tu sais. Eh oui. Donc, il fallait assumer que non, finalement, oui, je suis compétente, j'ai une expertise, oui, je peux le proposer. Il y avait aussi la notion de l'argent. Je ne le traite pas dans mes accompagnements. On peut les évoquer parce que moi-même, j'ai fait beaucoup d'accompagnements sur la relation à l'argent, mais de faire son prix, de demander ce prix-là et même de le recevoir, il faut assumer toute la valeur que tu as. Et ensuite, comment rayonner avec ça dans un monde qui nous demande d'être discrète, humble et vivre le mieux dans le sacrifice. Ok, super intéressant. Ok. Et juste une parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Si vous avez des questions, là maintenant, posez-les dans le chat, qu'on puisse les remonter, qu'on puisse les poser à Julieta. Et c'est intéressant. En fait, je rebondis parce que j'avais une discussion ce matin avec un coach qui a une mission d'aider les jeunes dans leur Mm. orientation et dans leur décrochage scolaire. Et il est pris par ça depuis des années. Et dans l'échange, il m'a expliqué que là, il est en train de mettre en place des conférences dans les lycées. Et c'est marrant parce que tu as cité, tu as dit, ouais, tu gagnes 100 balles, t'en dépenses 200. Et du coup, et c'est exactement ce qu'il me dit. Il me dit, je me fais payer 100 euros pour la conférence que je vais faire. On fait pas ça pour gagner de l'argent. On fait ça plutôt pour gagner en notoriété ou en visibilité. Ouais, Euh, j'ai quand même, moi, cette notion, je peux pas m'empêcher de me poser la question du retour sur investissement de faire de la conférence. Est-ce que c'est stratégique? Qu'est-ce que ça apporte?
C'est quoi le game changer pour un coach de se mettre à la conférence, au-delà de gagner en confiance? Est-ce qu'il y en a un déjà? Alors, il y en a. euh, Moi, une fois, j'ai eu une femme qui m'a appelée en disant, je suis accompagnée par une boîte de marketing et elle me promet une conférence. Donc, je ne sais pas le prix qu'elle a payé, mais à la louche, ça a dû être entre 5 et 6 000 € l'accompagnement pour les trois conférences, dans trois villes différentes. Et le retour sur l'investissement, c'est que après la conférence, elle vend son accompagnement. Ok, Et ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner dans deux cas. La première, c'est que tu as déjà la notoriété. C'est ce qu'ils font je sais pas, les coachs en dev perso. Ils font l'événement et ensuite ils ouvrent l'accompagnement que tu payes après la soirée. Tu t'engages et puis tu as des ok. super remises si tu le prends ce soir-là. Ah oui, ok, ils font de la vente sur la conférence, quoi. Ah, ok, C'est ouais, ça. Donc ça, la première, c'est une certaine notoriété. d'accord. Et tu as des gens qui s'inscrivent, tu sais que tu vas avoir du monde. La deuxième, c'est que tu fais la promotion d'un événement, donc la conférence, tu dis, voilà, j'organise un séminaire de 3 jours après, vous vous inscrivez là tout de suite. Et en fait, ça va être une passerelle Hmm, qui permettra à ces gens de gagner confiance parce qu'il n'est pas connu. Il gagne confiance en lui, il passe 3 jours à une super séminaire et ensuite il achète l'accompagnement par la suite. ok. Et puis pour des gens complètement inconnus, comme cette femme qui m'a contactée, c'est la boîte de com qui fait l'événement, c'est-à-dire qu'il, excusez-moi, il cible par thématique Mhm, vraiment très précise. Je sais pas, on va parler de burn-out. Donc, on va cibler par la publicité payante sur des réseaux toutes les gens qui sont intéressés par le sujet. Et puis, on va faire venir des mondes sur une thématique et on va vendre les accompagnements après. Donc, ça, c'est des manières de rentabiliser sa conférence au-delà que ça apporte la visibilité sur des réseaux, si c'est bien fait avec une vidéo. ok. Et, euh, et je voulais ajouter quelque chose. Oui, et puis tout ce qui, la communication pour la conférence, ça te crée déjà de la notoriété parce que tu peux le citer, les gens, ils t'ont vu déjà, tu vois. Mhm. Ouais, je comprends. Ok, ok. Bah, très intéressant en tout cas de voir qu'il y a plusieurs manières de poser de la stratégie derrière une conférence et Hmm. de comment ça peut être en faire un levier en tout cas pour développer et aider plus en fait, hein, parce que quand on me dit vendre, c'est aussi aider plus de personnes C'est et ça, c'est ça. toujours En fait, pareil. ça fait l'occasion de réunir autour de soi des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, la thématique que tu abordes. Mm. Pendant la conférence, si elle est bien structurée, tu crées le lien de confiance avec ton public Mhm. parce qu'ils ont l'impression de te connaître, parce que tu as raconté un bout de ton histoire, tu as dit tes convictions, et ils se sont reconnus dans ce que tu dis. Et ensuite, il y a toute la stratégie de ne pas les lâcher. Mais comme tu dis, c'est les aider parce que peut-être en sortant, ils vont se dire, ah non, je peux encore vivre avec cet épuisement pendant 3, 4 semaines ou 3, 6 mois. euh, Là où tu sais qu'ils vont droit dans le mur. Mm. Donc, en fait, c'est une manière de semer les graines pour nous, pour avoir des clients, mais aussi pour eux, pour dire, regardez, il y a un danger de continuer ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Il y a une manière de faire différemment. Venez, on peut travailler ensemble, je peux vous aider là-dessus. Ouais, ok. Bon. Et du coup, question qui me vient aussi là sur plutôt sur pas la manière dont tu gères cette partie, garder la relation après la conférence. Oui. Est-ce que tu as des lignes magnets? Est-ce que tu utilises une manière de recueillir les contacts de ces gens? Enfin, est-ce que tu Alors, as nous, des c'est très trucs? simple, c'est-à-dire que dans
la billetterie, parce que Mhm. les conférences pour le public sont payantes. Ah oui, ok. Et même si on invite les gens, ils passent par la billetterie, ils ont des remises, et en achetant le billet, ils leur laissent l'adresse mail. Ah bah oui, ok, donc tu as des contacts à cet endroit-là, quoi. Ok, C'est ça. ok. Et pour une personne, est-ce que tu as des stratégies pour quelqu'un qui ferait de la conférence tout seul, qui se lance, par exemple, The Coach à qui je parlais ce matin, comment il se Mais lance là? cette méthode-là, elle est très simple, c'est-à-dire que tu peux créer une billetterie sur Ouais, n'importe quel support, hein, Wizant ou autre. Même si c'est gratuit, tu dis que tu as besoin de savoir combien de personnes oui, vont venir pour ah oui, c'est prévoir vrai. le nombre de chaises Mhm. et que tu Mais oui, ah, c'est malin. configures en prenant l'adresse mail. Ouais. Ok, ok, très bien, très clair. Et alors, ton offre aujourd'hui, juste pour aller vers ça et peut-être finir sur ça, comment ça fonctionne? Comment tu l'as designé? À qui elle s'adresse? Quel problème elle résout? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, même si tu as commencé évidemment à en parler. Alors, c'est donc, il y a deux, réellement, il y a deux accompagnements. Mhm, Le premier, alors, c'est le même décliné en deux manières. Prends la parole pour rayonner. mhm, Donc, les femmes qui, le plus souvent, une activité qui est née d'un vécu très fort. J'avais des femmes qui ont subi des violences. J'avais des femmes qui ont vécu de troubles de comportement alimentaire, boulimie, anorexie. J'ai eu des femmes qui ont très mal vécu la ménopause et qui ont transformé leur vécu en un savoir, en une expertise. Elles sont devenues coach, accompagnantes dans le domaine. Et donc, pour la conférence, je les accompagne sur 3 mois et à la fin, on écrit la conférence. C'est-à-dire que la promesse de l'accompagnement, c'est qu'à la fin, elles ont la conférence écrite et que on a traversé, on a réglé toutes les peurs de ne pas oser, je ne suis pas légitime, j'ai pas assez d'expertise, de positionnement, à qui je vais parler, parce que quand vous vous apprêtez à donner votre conférence, euh, tout devient beaucoup plus focus. C'est-à-dire que là, il te faut venir 100 personnes dans la salle. Qui tu veux avoir dans cette salle? Tu peux pas avoir tout et n'importe quoi. Ça sert mhm. à rien. Donc, c'est quoi le sujet que tu as envie d'aborder pour que ces gens t'écoutent et qu'ils comprennent ce que tu dis et que ce soit bénéfique pour eux? Ok. Donc, on travaille aussi, on va dire, la com avec laquelle elles vont, la base de la com avec laquelle elles vont promouvoir leur conférence. C'est à qui je vais parler, comment je vais les aider si jamais elles se reconnaissent dans le sujet. Donc, on a les bases de la com, on a la conférence, on sait à qui je m'adresse et à la fin, donc la première version, on cherche un public. Donc, ça peut être une association. Ça peut être un réseau de femmes de style les femmes de territoire, Mhm. où on leur propose la conférence gratuitement Mhm. pour tester sa prise de parole. Ok, Donc ça, c'est la première version. Et la deuxième version, qui est un peu plus chère, c'est qu'à la fin, on crée vraiment l'événement. ok. C'est-à-dire, Donc, tu peux donc préciser ça? c'est-à-dire que la personne me dit, je veux donner la conférence dans cette ville. Donc, on établit la date. Nous, quand je dis nous, parce que j'ai un collaborateur, on cherche une salle dans cet endroit-là. En général, on va faire soit la mairie, soit les hôtels, des choses comme ça. Ok. Et on s'occupe de la communication, c'est-à-dire qu'on lui donne un calendrier de com avec des templates et la billetterie. Et on organise la soirée. Ah, ok, donc tu fais toute la logistique de la conférence pour faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de personnes. C'est ça.
Et vous qualifiez les personnes, les tout ça, en fonction de la thématique du positionnement? Ça, on le fait par le biais de la com, ouais. Ok, super ça. Ouais, ok, top. Et alors, c'est quoi les résultats? Enfin, qu'est-ce qui se passe pour, si tu as des exemples de tes clientes, un peu comment ça a transformé les choses pour elles? Alors, j'ai l'exemple de Hélène Bolognesi, que j'embrasse, qui est sur Instagram, avec qui on a organisé sa conférence en mois de juin dernier. Et qui, suite à la conférence, m'a écrit une semaine plus tard qu'elle a déjà trois conférences. Cette conférence, c'était sur intelligence émotionnelle, qui ont été commandées par d'autres personnes qui voulaient qu'elle vienne faire cette conférence dans leur ville. Trop bien. Ok, c'est incroyable. Donc, c'était ça. Après, moi, j'ai créé aussi les conférences qui s'appellent Belles et Puissantes. Hmm. Donc, ça c'est une édition, donc on fait une fois par an, où j'invite 8 femmes conférencières. Elles ont toutes un quart d'heure et on fait autour d'un sujet où elles vont intervenir. Et là, je sais que ces personnes, et après on fait un after work, donc on boit un verre avec tout le public et, on, et je sais que ces personnes-là qui ont donné la conférence à cette soirée, elles ont eu des clientes. Alors, c'est souvent des premiers contacts, les premières séances, les séances découvertes, les contacts, mais ça reste des gens qui, au bout d'une soirée, tu as 3-4 personnes dans ton calendrier qui s'inscrivent et qui viennent. Et ils te connaissent et ils t'ont vu. Et le contact, il n'a rien à voir avec des réseaux sociaux. Parce Ok, que eh oui. ce que je trouve incroyable, c'est que tu as 100 likes, 200 likes sur LinkedIn, de là à avoir une personne ou deux personnes qui viennent, qui te demandent des séances, on est encore loin. Là, on remplit la salle on avait quoi, 80 personnes Mhm. et il y a des clients parce qu'ils savent pourquoi ils viennent et en plus, le contact, il n'a rien à voir. C'est génial. Donc, la plupart des conférenciers trouvent des clients derrière ça. Il y a, ça, tu as un Oui, peu de retour, tu le vois, ça? Ouais. c'est ça. Hmm. Ben, incroyable. Enfin, je trouve ça très inspirant, en tout cas, comme solution que tu as trouvée. Et c'est intéressant de voir comment t'es passé d'une solution, d'une offre où t'aider des femmes en manque de confiance sur le rapport à leur poids, à aujourd'hui mettre en lumière aider des femmes à se mettre en lumière sur des problématiques, des douleurs fortes, des expériences vécues, et qui sont plutôt aujourd'hui des coachs, du coup, hein. On est bien d'accord, c'est Oui, c'est souvent des femmes qui sont coachs ou thérapeute. thérapeutes. Hmm. Cela dit, j'ai eu une jeune femme qui n'est pas encore coach. Elle est salariée Ouais, et elle voulait donner sa conférence parce qu'elle a vécu avec une mère dépressive et elle-même, elle a surmonté sa dépression. ok. Et elle voulait témoigner en disant, mais moi, je veux en parler. Ah oui, ok. Sans intention autre qu'en parler, quoi. C'est ça, c'est Ok, ça. excellent. Après, j'avais des personnes en situation de handicap qui m'ont contacté aussi en me disant, moi, je veux parler de problématiques d'handicap. Hmm. Alors, elle, c'était vraiment pour les femmes, mais ça fait avancer. Hmm. Ce qui remplit ce contrat-là, c'est que ça me permet de contribuer à une plus grande échelle avec ce programme. Hmm. Parce que moi, je travaille sur les personnes qui vont donner les conférences, mais le jour où elles vont donner cette conférence, ça va s'aimer beaucoup de graines. Et puis elles-mêmes, elles vont avoir le produit, la conférence, et elles vont peut-être aller la donner dans d'autres lieux et impacter d'autres personnes. Hmm. Hmm. Très bien. Et dernière question avant d'aller vers la clôture. Le serait plus, tu sais, un conseil ou depuis là de la Julita qui est ici dans cette offre, qui développe son business, qui fonctionne, quel conseil elle donnerait à la Julita qui démarrait, tu sais, qui sortait de son école? Qu'est-ce
Je sais pas si c'est un conseil ou tu sais, un peu un recadrage d'une croyance pour l'aider à avancer, pour l'aider à Alors, je avancer. dirais, il y en a un qui me vient, n'aie pas peur de l'évolution. Parce que maintenant, quand tu me dis, tu vois, je me rends compte que je t'ai raconté mon évolution. Finalement, c'est fluide, c'est cohérent. Tu vois, c'est rien de dramatique. Mais moi, à chaque fois, je vivais des drames intérieurs, hein. J'ai dit, comment tu peux abandonner cet accompagnement et comment tu peux passer à autre chose? Et j'ai envie de vous dire, dans votre vie de coach, ça va arriver. Vous allez vous lasser de ce que vous faites et vous allez avoir envie d'aller vers quelque chose d'autre qui vous inspire plus et que c'est normal. Ouais. Et j'ai l'impression que, si je fais un petit peu de méta, c'est que aussi parfois la vie va te forcer à à changer les choses. Comme ton compte Ouais, Instagram qui se fait chuter. c'est ça. Aujourd'hui, tu leur dis que c'est un cadeau, mais à l'époque, ça devait être tout sauf vécu comme un cadeau, ça. C'est vrai que la nuit où j'ai perdu mon Insta, c'était dramatique. Euh, et après, ce que tu dis, c'est faire la différence entre la détermination et l'obstination. Ah oui. On peut rester déterminé, mais mettant beaucoup de résilience là-dessus. C'est-à-dire, oui, j'ai un objectif, mais il y a peut-être d'autres chemins parce que là, tu vois que tu butes sur quelque chose. Et l'obstination, c'est Antoine Redel qui disait ça dans sa conférence d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. C'est la mouche qui, tu sais, qui tape contre une vitre, mais qui ne changera jamais. Hmm. Ça, c'est l'obstination. C'est à un moment donné, arrête. Ça marche pas, ça marche pas. Hmm. Fais un pas de côté, arrête-toi, prends des vacances, je sais pas, fais autrement, fais autre chose. Regarde l'objet un peu sous 360 degrés, euh, parle à d'autres choses. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, un entrepreneur, on peut même sortir de cadre des coachs, il peut ouvrir sa boîte tout seul dans sa cuisine avec un ordinateur. Il a investi quelque chose, ou comme des coachs, il n'a pas besoin d'investir grand-chose. Et il se dit entrepreneur. Autrefois, quand quelqu'un voulait être entrepreneur, il fallait qu'elle aille convaincre la banque, quelqu'un qui lui loue un local, quelqu'un qui va lui breveter son idée. Et il y avait des gens qui l'écoutaient et qui disaient, écoute, ça marche pas. Il y avait évidemment des histoires comme Walt Disney où il était tellement obstiné qu'à la fin, ça marchait. Mais ça évitait aussi de faire des, des, des produits abstraits. Hmm. Parce Eh que oui. quand tu es dans quelque chose, tu es tellement dans ton produit, tu te dis, mais oui, c'est génial, ça va marcher. Et puis tu sors dehors et les gens te disent, ben, non, pas du tout. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne sortent jamais de chez eux, qui se lancent directement sur des réseaux sociaux et qui ne confrontent jamais leur idée à des vrais gens. Aller parler avec des gens. Hmm. Ah, c'est génial. C'est marrant parce que quand tu dis ça, c'est typiquement ce que j'essaie de transmettre au travers de l'accélérateur de la voix du cœur, l'accompagnement que je fais pour les coachs, pour les aider justement à les confronter. Et je dis, c'est un chemin de vérité, l'entrepreneuriat. C'est un chemin de vérité. Et Donc, comment tu le fais, toi? pour les amener à ça, Oui. moi, je les pousse à échanger, en fait, à aller donc poser une hypothèse d'offre de coaching sur un sujet. Et le sujet, il est déterminé sur deux angles simples, c'est à qui et à quoi je m'adresse. Toi, tu parles du quoi, c'est la confiance en soi, donc le problème de confiance en soi. Et le qui, c'est bah, qui, tu vois. Là, en l'occurrence, toi, c'est les coachs. Et après, il y a la méthode. Et je les aide à concevoir une hypothèse comme ça sur un marché qui est porté par le cœur. J'aime bien partir du cœur et de l'intuition pour ils- ils partent d'une espèce de stabilité comme ça, d'un truc, d'un élan du cœur pour engager des discussions. Et c'est souvent là où il y a un énorme frein, hein. C'est la peur d'aller vers, de déranger. Donc là, je les aide à faire sauter toutes ces croyances et les amener à expérimenter et les recadrer. Enfin voilà, à travers tu Ça vois, veut dire que quand ils viennent te voir, ils ne savent ni à qui ni quoi?
Aussi, ils ont bah, non, souvent, l'observation, c'est que sortis de l'école, euh, ils On peut tout sont. coacher. Hein? On peut tout coacher. Eh oui, ils sont. Parce que les écoles les ont formatés à un métier. Ils leur ont fait croire que le coaching était un métier. Alors, là, je vais te dire, ils vont me faire, bah, bien sûr que c'est un métier, de quoi tu me parles? C'est-à-dire qu'ils sont du paradigme du métier, du paradigme du métier qu'on entend quand on est salarié. C'est-à-dire que ça existe dans un marché où il y a une offre et une demande pour embaucher des coachs. Et c'est comme ça qu'on arrive en se disant, ah, j'ai un titre, j'ai une certification, j'ai un métier. Et c'est parce que c'est comme ça que les écoles trouvent des financements et c'est une logique stratégique business au démarrage, tout ça. Et du coup, ça crée un conditionnement mental de j'ai été certifié diplômé, maintenant je peux dire coach et être embauché. Les gens vont venir me chercher parce que je suis coach. Mais non, c'est un mensonge. La vérité, c'est qu'il va falloir créer une solution sur un marché. Et il va falloir se Mais poser. c'est très juste ce que tu dis parce que la notion de métier suppose une demande pour, au sein d'une boîte. Ouais, d'une boîte ou On est d'une métier. économie. Ouais, Ouais, ouais. Et, et moi, je suis d'accord avec toi. Le certificat de coach, euh, c'est une compétence. des compétences. Exactement. Mais cette compétence, elle peut être mise au service d'un poste salarial. Ça peut être un manager, ça peut être un responsable, ça peut être une RH ou un RH, beaucoup de choses. Hmm. Comme ça peut faire objet de une création entrepreneuriale, mais ça veut dire que c'est une compétence que je mets au service de quoi? Ouais, exactement. Ouais. Et quand je dis ça, tu vois, j'ai envie de de recadrer aussi dans un espace qui, il y a un espace aussi dans le coaching où il y a un métier, où il y a une demande, où il y a, les entreprises identifient ça comme comme un poste clé, tu vois. Mais dans Ouais. certaines boîtes et dans un tout petit milieu qui est pas la grande masse, du marché aujourd'hui français, quoi. Mm. Et c'est pour ça que, enfin, voilà. Donc j'aide à recadrer ces paradigmes-là, tu vois, et à les aider à. Et alors, tu les conseilles de travailler en ce qu'on appellerait aujourd'hui freelance, c'est-à-dire être entrepreneur et de créer leur boîte de coaching? Moi, les encourage à trouver leur voie dedans. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de réussir dans ce monde-là. Je ne suis pas très dogmatique là-dessus, dans le sens où il y a plusieurs façons de réussir. Il y a ta façon, que je trouve très inspirante, où tu trouves un marché, et là, tu as trouvé une solution pour un marché cible qui fait partie aussi de ton chemin, et qui a une logique globale. Il y a d'autres qui vont avoir une voie, tu sais, où ils vont faire bah, de la formation, du coaching, du consulting, ils vont sous-traiter. Voilà, ils vont se retrouver plutôt dans un mode hybride entre l'entrepreneuriat et le salariat. Puis, et voilà. Et en fait, pour moi, Il y a quand même une grande partie des coachs qui sont coachs des coachs. et il y a aussi le oui, bah, regarde-nous. Ouais. Mais c'est parce que c'est une logique, parce que les coachs ont un problème à résoudre. Et je pense que c'est ça, il y a un truc, ouais, c'est vrai, il y a quelque chose d'étonnant là-dedans. Ouais, c'est intéressant de savoir, tiens, toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Pourquoi les coachs coachent les coachs? Alors, moi, j'ai, un ami coach qui me dit, écoute, il y a une règle dans le coaching qui n'est pas écrite et elle se vérifie pas. Mais en fait, toi, un coach va être le plus inspiré pour résoudre les problèmes qu'il vient de traverser. Et on a eu cette discussion parce que à un moment donné, les personnes m'ont dit, mais pourquoi tu coaches pas des expatriés, des immigrés, des gens qui sont qui Hmm. parlent pas français ou en tout cas qui ont un problème. Et, et donc je discutais avec ce coach sur la question et il me dit, mais moi je sens que pour toi c'est loin derrière toi. Ça fait 20 ans que tu es en France.
l'intégration proprement dite, c'est plus une question pour toi. Ouais. T'es passé à autre chose et tu n'as plus cette connexion avec le sujet pour consacrer du temps et toute ton énergie sur le sujet. C'est pas les gens, c'est le sujet, Mhm. la question. Et donc, les coachs aiment bien coacher les gens sur le sujet Mhm. qui les anime encore. Mhm. Et moi, j'ai vu ça sur mon sujet. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai trouvé une solution pour moi, j'avais envie de la transmettre aux autres. Et c'est peut-être ça aussi que les coachs qui ont franchi une étape ont envie de coacher ou se sentent assez légitimes, parce que ça, c'est encore une autre question, la légitimité, de coacher ceux qui sont juste derrière. Mhm. Et je pense que plus le coach avance dans son activité, plus il a fait, plus il se détache de questions de coaching et plus il va aller chercher des sujets plus larges, des thématiques plus diverses. Exact, ouais. Et tu vois, et peut-être moi, pour faire écho peut-être au pourquoi les coachs coachent les coachs, euh, c'est peut-être qu'on y croit, nous, au coaching. Ouais. Et que c'est plus à prouver que c'est une bonne option pour nous. Enfin, moi, j'ai une conviction forte que le coaching c'est important. Tu vois, moi, j'ai payé des coachs alors que j'étais déjà formé au coaching. Euh, Je me fais accompagner pareil, depuis des années. pareil. Tu vois, et après, et j'ai une volonté d'aider les autres comme j'ai une volonté de m'aider moi, tu vois. Et ça veut dire que j'ai toujours un truc à régler avec moi-même. Et je sais pas. Tu vois, il y a ce truc de, on a une aspiration commune du sens, de la recherche de sens, la recherche d'aider l'autre, de s'aider soi, de se développer soi. Et, euh, et puis on pense que le coaching, en tout cas ces méthodes d'accompagnement, sont des solutions pour ça, quoi. Hmm. Peut-être qu'on a faux aussi, hein. Ah, mais je suis persuadée il y a d'autres formes. Moi, Ouais. personnellement, j'ai l'activité de gestion des émotions. Mhm. Et j'ai des gens qui n'ont rien à voir avec des coachs. J'ai une dentiste, une maîtresse d'école qui viennent parce qu'elles ont des difficultés de confiance en soi, de relations dans l'équipe, des choses comme ça. Donc, on fait des séances de coach. Et non, je suis persuadée que le coaching, il est génial pour tout le monde. Et souvent, quand je récupère des personnes en coaching, c'est des personnes qui ont fait des thérapies avec des psychanalystes ou psychologues. Et j'aime beaucoup ces profils-là parce qu'ils ont pris conscience de tout le passé. Et aujourd'hui, elles sont prêtes à bâtir quelque chose de nouveau, mais ils ne savent pas encore comment. Et c'est ça la différence avec le coach, c'est-à-dire qu'il va faire le constat, ce qui s'est passé aujourd'hui, et, et il va travailler avec la personne de comment elle peut se servir de tout ça pour aller vers l'avant. Ouais, c'est ça. Et là où le psychologue, il va essayer de vraiment dédramatiser, le plus apaiser le passé Mhm. et tout ce qu'on peut projeter sur le passé, les souvenirs et tous les blocages émotionnels, émotionnels et corporels. Euh, et collaborer avec les psychologues et venir après ou en même temps, Mhm. c'est assez chouette comme travail, ouais. Carrément. C'est un peu le travail d'évangélisation du Je métier, dirais quoi. pas ça, mais Moi, je dis ça, c'est un peu un terme, ouais. Mais il y a un vrai sujet, ouais, c'est un vrai sujet aussi de travailler main dans la main avec les professions médicales, les professions qui sont installées, qui sont reconnues et qui travaillent sur ouais, le passé. Mais pas que, enfin, voilà. Hum, Vaste sujet en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est ouais. passionnant en tout cas de se retrouver dans ce chemin-là, quoi, dans cette voie-là. Mais le fond de tout ça, moi j'ai l'impression que ce qu'on cherche, c'est la liberté, tu vois. Il y a un truc, on est des gens qui Tu aiment. crois? Oh, je sais pas, moi j'ai le sentiment. Pourquoi la liberté alors? La liberté, bah, peut-être c'est une vision qui est réductrice, mais en général,
j'ai le sentiment qu'on quitte nos emplois pour aller vers le coaching parce qu'on va vers plus de liberté et moins d'emprisonnement dans un truc qui nous enferme, qui nous réduit, qui nous compresse. L'entreprise, hein, je dis de manière générale, ou un sentiment qu'on avait. J'appelle ça la liberté. Moi, Moi, c'est... j'appellerais ça l'épanouissement. Tu sais OK. pourquoi? Mhm. Parce que je me suis rendu compte, surtout dans mes premières, c'est la troisième année de coaching, tu sais, là où j'ai tout changé, et que en fait, on a l'impression d'aller vers une liberté, mais on se rend compte que euh, on n'a pas de liberté économique. Parce que franchement, pour développer un business de coaching qui tourne et qui vous garantit la récurrence d'un salaire confortable tous les mois, il faut mettre du temps. Mhm. Donc, on n'a pas la liberté financière. Comme on n'a pas la liberté financière, on n'a pas forcément la liberté géographique parce que nos finances ne nous permettent pas de faire de nomades digital, tout ce Mhm. que vous pouvez entendre. Ça ne nous donne pas non plus une espèce de liberté de qu'est-ce que je fais de mes journées ce que je veux. En fait, tu te lèves le matin et tu bosses jusqu'au soir. Et en fait, la seule liberté qu'on a, c'est de décider avec qui je bosse et sur quel sujet. Et quand je regarde bien, en fait, c'est ton épanouissement. Parce que tu choisis tes directions. Parce que quand tu as liberté, même quand tu choisis ces directions-là, tu vas avoir des problèmes quand même. Mhm. Parce que ça va pas marcher quand tu veux. Tu vas devoir résoudre d'autres problèmes, d'autres blocages, d'autres. Et si jamais tu as un problème vraiment personnel lié aux autres, la vie va te représenter, tu sais, Gisèle de la compta qui t'embêtait dans tout ton salariat, elle va se transformer en Marielle dans le réseau de machin truc parce que c'est toi qui n'as pas réglé le problème avec ce genre de relation. Mhm. Et donc, on choisit notre épanouissement et effectivement la liberté de ce qu'on fait, mais émotionnellement, c'est très challengeant. Ah ouais, et c'est ça. Bah, je crois que je te rejoins, vraiment. C'est ce chemin d'épanouissement à travers une montagne russe émotionnelle. Ouais. Et ouais, la liberté, t'as raison, parce que quelque part, c'est vrai que philosophiquement, en tout cas, c'est très discutable. Ouais. Et encore plus aujourd'hui, on a échangé un petit peu hier, mais la liberté par rapport aux algorithmes des réseaux sociaux Mhm. est très, très discutable parce qu'on est tous à essayer de faire au mieux pour correspondre à l'algorithme. C'est juste un casse-tête pas possible. Mhm. Tout à fait. Et est-ce qu'on a vraiment la liberté de se passer des réseaux sociaux? Mhm. Pour Je ne impacter. crois pas non plus. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est une vraie question, hein. C'est une vraie question. En tout cas, on voit que les problèmes sont toujours là, quoi qu'on résout des problèmes en permanence pour toujours essayer d'aider plus. Ouais. Et que ça, c'est un choix aussi qu'on fait. Mais je pense que à force, je sais pas toi, mais moi j'ai appris à aimer mes problèmes. Ouais, moi à fond, j'adore ça. Il n'y a pas de problème avec des Quoique c'est ça solutions, la donc liberté. t'imagines. La vraie liberté, c'est que tu es libre de choisir tes problèmes, en fait. Ouais, exactement. Exactement. Et il n'y a rien de plus satisfaisant, je sais pas comment ça, mais moi je me sens épanoui, satisfait, heureux d'une journée où j'ai eu plein de problèmes à régler et que je les ai pris et je les ai affrontés, je les ai relevés à bras le corps, quoi. C'est ça. Plus ou moins bien, plus ou moins efficacement, mais Ouais. j'ai eu ce combat, quoi. C'est pour moi, enfin, je Ouais, comme un combat, mais qui me nourrit, qui me fait du bien, quoi. Comme quand je vais nettoyer mon jardin et que je vois mon jardin tout propre derrière, je me dis, quel plaisir d'être dans mon jardin, tu vois? tout à fait. Tout à fait. Donc c'est ça. Bah écoute,
Julieta, on a un peu débordé sur le temps prévu. Bon, on avait un petit public, hein, très sincèrement, là, de ce que je vois. On a pas, on a quelques personnes qui nous ont suivis. On a eu un coucou de Marie Le Resteux, peut-être que tu connais, je pense. Le Resteux, Marie Le Resteux. Et pas d'autres questions. Toujours le replay, bah, il sera disponible sur le live LinkedIn. Moi, je vais le partager aussi au sein de la communauté. Ça sera vu aussi et revu. Je vais vraiment encourager les gens à la regarder parce que c'est extrêmement inspirant. Ton parcours là, il fait écho à tous les sujets qu'on traite tous les jours avec mes clients. Absolument. Et, et tu vois, je t'en parle à toi. Peut-être que ça résonnera à travers quelqu'un, mais on est en train de lancer aussi une nouvelle offre construite à partir de l'expérimentation et de l'observation sur aider des coachs à faire du bilan de compétences, à comment dire, Ah ouais. à vendre plus, à vendre moins, pardon, mais pour accompagner mieux. C'est notre idée derrière ça. C'est-à-dire que on voit que beaucoup veulent se positionner sur, tu sais, la reconversion, les problèmes de surmenage, de burn-out, qui sont des vrais sujets de société. Ouais. Ils ont tous des difficultés à se vendre. À un moment donné, on en rencontre, tout le monde n'a pas les mêmes facultés avec ça et à gérer les objections du prix. Et il y en a beaucoup qui peuvent pas s'offrir ces coachings parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et du coup, Mm. on a décidé aussi de créer une solution pour les aider à mettre du coaching et de l'accompagnement qualitatif dans du bilan de compétences, Mm. tout en répondant aux critères du Calliope et des exigences de l'État pour pouvoir obtenir des aides pour les clients. Et tout en les aidant aussi à développer leur visibilité pour pouvoir avoir des clients en direct. Donc, on est en train de Très lancer intéressant. ça. Ouais. Ouais. Parce qu'effectivement, de plus en plus de coachs se tournent vers le bilan de compétences comme la première porte de leur accompagnement, ce qui est très judicieux, je trouve, parce que c'est quelque chose qui peut avoir effectivement un coup de pouce financier de l'État pour commencer. Le monde de travail, il est très challengeant en ce moment. Je trouve qu'il y a des métiers qui sont en plein changement. Il y a de moins en moins de sens dans le travail. Tu vois, j'ai accompagné ma grande fille pour son stage de troisième. J'ai accompagné parce qu'on était en dehors du domicile et on était dans un hôtel, donc ça favorisait des discussions. Et elle m'a dit, elle était dans un labo de recherche, et elle m'a dit, tu sais, maman, quoi qu'ils fassent, quelle que soit leur fonction, quelle que soit leur responsabilité, en fait, ils passent leur journée à envoyer des mails. C'était ça, tu vois, le constat d'une gamine, c'était la seconde. Et il m'a dit, tu sais, quand ils ont des portables, ils ont la souris intégrée, et puis un endroit, il est un peu plus lustré parce que c'est là où ils passent le doigt. En fait, plus ils sont gradés dans la boîte, plus cet endroit, il est lustré. Aïe, 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 ouais. Et, et je donne cette description à des gens qui sont encore dans le salariat, qui bossent, et ils me disent, oui, je passe ma journée à envoyer des mails. Et je trouve que ça crée beaucoup, beaucoup de souffrance. Et je suis en train de lire le bouquin sur la prise de parole, c'est un sport de combat, Mhm. qui dit, alors, c'est le constat de 2015. Et il dit qu'avec des mails, on a arrêté d'écrire aux gens pour leur dire quelque chose, pour se tourner vers l'autre. On envoie des messages pour avoir la preuve de ce que j'ai dit. Hmm. Et tu vois, je trouve que ces deux exemples disent long sur le milieu de travail aujourd'hui. Clairement. Et de la souffrance que ça génère dans le travail et la lassitude. Et plus c'est accentué, plus l'humain qui prend conscience de ce qui est, de son rôle dans la société, plus il cherche du sens et il le trouve pas dans le salariat. Hmm. Clairement. Mais ça, c'est un vrai problème. J'avais vu que là, tu sais, le Big Quit aux États-Unis, après le Covid, Mhm. c'était un tiers des salariés qui avaient démissionné.
Mm. Un tiers des salariés américains, ils sont 500 millions. C'était un truc, 500 millions, bon, c'est la population, peut-être pas autant de salariés, mais c'est un phénomène qui est dingue, ouais. Qui est dingue. Ouais, Et je crois qu'il y a plus de 80 000 bilans de compétences qui sont faits tous les ans en France. ouais, 80 000. Et c'est un chiffre qui est en évolution, quoi. ouais. Donc oui, très bonne idée de sublimer cette partie-là de coaching parce qu'il peut être très bénéfique pour ceux qui cherchent du sens Ouais. et ceux qui ont des compétences, qui sont coachs et qui ont envie d'accompagner, mais qui peut-être ne sont pas des marketeurs, parce que c'est ça, quand tu deviens coach, tu as, ton certificat de coach, mais il faut que tu deviennes plus, et en termes de communication digitale, communication en présentiel, et le marketing, c'est une usine à gaz. C'est beaucoup de compétences, ouais. Bah, l'idée, c'est ça, c'est de les transmettre. En fait, ma vision, c'est de commencer à générer le chiffre d'affaires pour gagner en confiance à travers peut-être un moyen un peu plus direct, les fonds publics, pour aussi en parallèle construire ses compétences marketing, commerciales, voilà, celles que tu décris de l'entrepreneuriat, développer sa posture et ses techniques, pour ensuite, petit à petit, enfin, avec dans le temps, se renforcer, se solidifier, et puis bâtir peut-être ses offres, Hmm. trouver de nouveaux, enfin, tu vois, générer suffisamment de discussions et d'élargir son champ pour, comme, comme nous, en fait, trouver sa voie là-dedans, quoi. Trouver son offre, peut-être ultime. Mais voilà, de bâtir, c'est ça le problème, c'est le manque de compétences commerciales et marketing. C'est ça qui est un gros frein aujourd'hui pour eux, quoi. Ouais. Donc voilà. Très bien. Super. Mais écoute, moi je serais ravie de savoir plus sur tout ce que tu fais Ouais, dans le podcast. Donc on ok. va le tourner prochainement et Eh ben avec on, grand. on le publiera sur le podcast La Clé de Soi. Ok. Parce que comme tu dis, ton premier approche, ce sont des gens qui ont un Apple de cœur. Ouais. Donc, comment on peut garder cette partie, trouver les clés de soi dans le business? C'est Hmm. intéressant. Eh ben, j'ai hâte de pouvoir avoir cet échange avec toi. Et, en attendant, je pourrais aussi partager, je mettrai dans peut-être le lien vers tes différentes solutions. J'imagine que au-delà du LinkedIn, tu as peut-être des pages que tu pourras nous partager ou des liens pour aller discuter avec toi, peut-être directement, c'est peut-être le plus simple. Je te dirai ça. Ok, super. Merci à toi et merci à tous pour votre écoute. On vous dit à très bientôt pour le prochain live. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci, Julita. À bientôt. Bye.